Bonjour, je suis Stéphanie Rivier. Ma passion pour l'être humain m'a amenée justement à réfléchir sur le monde de demain. Et donc, c'est grâce à Demain Lab que j'ai décidé de donner la parole à des gens ayant la même préoccupation que moi pour passer de la réflexion à l'action. Car pour moi, demain, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un honneur, un plaisir de recevoir M. Luc Tremblay, directeur général de la Société de transport de Montréal depuis à peu près 2014, à peu près ce que j'ai lu. Exactement. Vraiment, écoutez, merci d'être là. Bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter, M. Tremblay, pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Et bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Donc, effectivement, je suis Luc Tremblay, je suis le directeur général de la Société de transport de Montréal depuis effectivement décembre 2014. Donc, j'entreprends ma 7e année déjà à la tête de la SM. J'ai la chance de faire partie de cette grande équipe-là depuis quand même 27 ans. Je suis rentré à la STM quand même en 1994. C'est ce qui explique peut-être un petit peu les cheveux gris. Et en fait, je suis comptable de formation, je suis FCPA. Et puis, très, très content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir penser demain, si on peut dire. Écoutez, j'ai déjà hâte. Alors, bien sûr, je vais vous poser ma fameuse question, puis on va pouvoir échanger là-dessus. Alors, Monsieur Tremblay, comment peut-on rêver demain? Quelle question inspirante quand même. Je vous dirais que, puis je ferai peut-être un petit peu un rebond sur ce que vous avez dit dans votre introduction. À l'ASM, c'est déjà commencé à penser demain. Nous avions, avant la pandémie, un plan stratégique là, qui était déjà très poussé dans le temps. On se poussait jusqu'en 2025 et on avait enclenché un virage, je vous dirais, fondamental sur l'expérience de la clientèle. Alors, vous avez peut-être pu voir dans les dernières années les nouvelles voitures Azure, entre autres, qui sont complètement, quand on parle de penser demain, on est passé d'un scénario de voiture de train relativement datant des années 70 à quelque chose qui nous amène avec complètement quelque chose de différent, un train BOA, une nouvelle façon de se déplacer et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on avait commencé à mettre en place, que ce soit tout ce qui concerne l'accessibilité universelle. On voyait un réseau dans le métro complètement accessible, nos 68 stations accessibles pour notre clientèle à mobilité réduite, parce que les pères fondateurs du métro, malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui était d'actualité à l'époque quand le métro a été construit dans les années 60. Donc, on se projetait en 2040 pour avoir l'entièreté du réseau qui allait être complètement accessible universellement, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout dans le monde d'ailleurs. Alors, on avait enclenché un processus d'augmenter notre parc de bus de 300 bus pour être en mesure de donner toutes ces lettres de noblesse aux bus, parce qu'on sait qu'on parle souvent du métro. Mais vous savez, cette année, en 2021, la STM, c'est son 160e anniversaire. Et on a commencé avec des bus. C'était des bus au début. Et avec le temps, le bus a perdu un petit peu de ses lettres de noblesse. Donc, on a voulu, il y a 3 ans, augmenter le parc pour être en mesure d'avoir des voies réservées, pour être en mesure de donner plus de fréquence à la clientèle. Alors, le réseau de demain était, dans ce sens-là, un réseau bus aussi électrifié. On veut qu'à partir de 2025, qu'on achète seulement des bus électriques pour être en mesure de sauver la planète parce que la pandémie est une crise qu'on le sait qui est quand même assez difficile, mais une crise qui était déjà là avant la pandémie et qui va être encore là après la pandémie, c'est la crise des changements climatiques. Alors, on pense qu'à la STM, on peut faire une grande différence en électrifiant. Bon, le métro est déjà électrifié, mais tous les bus, il faut aller dans cette direction-là aussi. Donc, c'est un changement organisationnel majeur en ce qui nous concerne. Et ça va être aussi une expérience client complètement différente. On avait commencé aussi que ce soit à pérenniser nos réseaux parce que, bon, je parlais du métro tout à l'heure, il a été construit quand même en 1966. 55 ans cette année, c'est quand même pas d'hier. Donc, il faut le reconstruire au complet pendant qu'on continue à livrer le service. Ça, c'est pas facile de faire ça. Alors, on se voyait avec des nouvelles stations complètement rénovées, beaucoup plus belles, avec encore plus d'attrait et d'efforts mis sur l'architecture, entre autres, parce qu'on sait qu'à Montréal, le métro est quand même formidable, mais on voulait aller encore plus loin de ce côté-là pour voir un volet un peu plus futuriste dans la rénovation des stations, tout en gardant quand même
l'esprit initial de la construction du métro, mais y voir, le mettre au goût du jour quand même. Donc, on a des milliards de dollars à investir dans les prochaines années pour le renouveler au complet, tout en continuant à l'exploiter. Alors, le réseau de demain là, était de plus en plus dans notre tête et on avait même commencé, comme je le disais tout à l'heure, à le mettre en place. Et au-delà du réseau, c'est une nouvelle philosophie aussi. On ne parle plus nécessairement de transport collectif, mais de mobilité. Ah, Vous allez OK. me dire, Oui, c'est quoi la différence? exact. Est-ce que c'est pas juste une question de sémantique? Ouais. Le transport collectif, par le passé, était vu un peu comme en compétition avec d'autres modes alternatifs, comme par exemple, je ne sais pas moi, Pixie, Oui. le covoiturage, le communauto, tous les transports à la demande. Il y a quelques années, on disait, ben, on va perdre des clients parce qu'ils vont s'en aller dans ces modes de transport actifs-là, que ce soit le vélo, la marche ou peu Ouais. importe. Alors, le transport collectif de demain, si on le voit plus en intégration avec ces modes-là en D'accord. tant que tels, ce ne sont plus des concurrents, ce sont des complémentarités, si on veut. OK. Alors, l'objectif, c'est de s'assurer que les gens décident de quitter la voiture solo. Et peu importe dans quel des modes que je viens de vous mentionner, ils se transportent, l'important, c'est qu'ils quittent la voiture solo. Donc, on ne parlera plus juste de l'achalandage du transport collectif, c'est-à-dire métro, bus, transport adapté. On va s'assurer d'avoir un achalandage intégré, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui part de la maison, marche jusque, par exemple, à une station Bixi, prend son vélo Bixi, se rend au métro et termine le dernier mille à la marche ou en prenant l'autobus. C'est un cocktail. Donc, on a utilisé plusieurs modes. C'est ce qu'on appelle la mobilité durable versus juste le transport collectif où on était associé plus au métro, au transport adapté ou à l'autobus en tant que tel. Alors, faut voir ça complètement différemment. Faut voir à ce que l'objectif ultime, c'est de faire en sorte que la personne quitte son auto solo et viennent utiliser un ou plusieurs de ces modes que je viens de vous décrire. Donc, c'est un changement de paradigme complet pour le futur parce que les initiatives qui vont en découler vont être différentes aussi, compte tenu qu'on a une vision beaucoup plus globale que juste vouloir développer le transport collectif en tant que tel. Puis même dans le transport collectif, demain, oui, il y a plus de clients, puis surtout que la pandémie nous a fait mal en termes d'achalandage, ça a été difficile. Mais Donc, oui. il faut ramener notre monde, mais pas juste les ramener pour les ramener. Ce qu'on avait commencé à faire, puis on veut faire davantage, c'est plus de clients, mais plus de clients heureux. Donc, un Ah, virage client complet sur l'expérience client. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait commencé à mettre, entre autres, on a terminé cette année faire en sorte de mettre le cellulaire dans chacune des stations de métro. On a mis OK. plein d'applications pour rendre le transport plus agréable. On a beaucoup plus de prévisibilité qu'on a mis en place. La pandémie, les gens sont un peu nerveux en ce moment de revenir dans des endroits comme les autobus et le métro où on est un peu plus tassé. Respecter le 2 mètres, ce n'est pas évident. On a développé des applications où on annonce à l'avance quel est le niveau d'entassement dans le bus et dans le métro. Donc, il y a tout un volet technologique là, où on va donner encore plus de confort, encore plus de rapidité à nos clients qui se déplacent dans notre réseau. Donc, l'expérience client, elle est très, très importante là, au seuil de ça. Donc, il y a tout un changement de paradigme et je pense que la pandémie va l'avoir accéléré, ce changement-là, qui était commencé, comme je vous le disais, là, en entrée de jeu. Et ça peut juste être une belle plateforme là, pour mettre en place la vision qu'on s'est donnée pour nos réseaux là, dans le futur. Effectivement, j'aime ça. Puis, ça veut dire aussi que, quand vous parlez d'expérience client, ça veut dire aussi que tout le personnel de la STM doit penser partenariat, on va dire, comme pour vous parler de mobilité. On est en partenaire avec Bixi pour juste les nommer. Donc, c'est vraiment une autre façon aussi de penser que je ne donne pas juste un service, je suis au-delà. Et moi, ce que j'aime quand vous parlez aussi de tous les enjeux climatiques, c'est qu'il y a vraiment, on va dire, la STM est un acteur fondamental pour ces enjeux climatiques-là. C'est définitivement un levier important pour combattre les Ouais. changements climatiques. On sait que le transport en général est un des facteurs qui contribue le plus au GES.
Alors, le transport collectif, ça le dit, ou la mobilité fait en sorte que ça peut être un changement, un levier important pour combattre les changements climatiques. Alors, ça, c'est prouvé pas juste chez nous, c'est prouvé partout dans le monde. Et on sent une mouvance. Non seulement on est capable d'avoir beaucoup plus de gens qu'on déplace en même temps, donc moins de véhicules sur la route, mais en même temps aussi le mode de transport, comme je le disais tout à l'heure, toute l'électrification des transports, où on va remplacer un moteur au diesel par un moteur électrique, ça vient changer complètement la donne, non seulement sur les GES émis quand on se déplace, mais c'est la même chose sur l'entretien, sur tout ce que ça amène comme élément contextuel par rapport à ça. Et vous parliez tout à l'heure d'un élément hyper important. Dans toute cette philosophie-là, ben, il y a nos employés parce qu'effectivement, les gens viennent maintenant pour la mission. C'est reconnu quand on fait de l'attraction, on va chercher des gens. Les gens viennent pour faire une différence parce qu'ils savent qu'en venant travailler à la STM, non seulement on fait une différence dans le quotidien de chacun des Montréalaises et des Montréalais, mais on contribue aussi un peu à sauver la planète parce que notre mission est une mission de développement durable en bout de ligne. Et ça, je vous dirais que pour les rencontrer sur une base régulière, j'ai la chance de le faire régulièrement. Nos gens, c'est important quand ils se lèvent le matin, ça les allume. Et quand on est encore plus content de venir travailler, bien, l'expérience employée vient contribuer à l'expérience client aussi parce que le client est en contact avec 80 de notre monde à tous les jours. Alors, des gens plus heureux au travail donnent encore une fois une expérience client plus intéressante pour la majorité des gens qui vont emprunter nos réseaux. Et on met beaucoup d'énergie aussi, évidemment, sur l'expérience client. C'est important d'avoir des gens heureux expérience employée, je m'excuse. Des gens heureux, là, c'est un levier hyper important aussi. Donc, par exemple, on est précurseur, on vient de signer des ententes pour le télétravail là, pour les prochaines années. Donc, on est une des premières grandes entreprises. La SM, c'est quand même la 10e entreprise au Québec. Il y a un des grands employeurs qui a réussi à s'entendre avec ses syndicats pour pouvoir aller en mode hybride. Alors, à partir du 27 septembre, chez nous, ça va être 3 jours à la maison, 2 jours au travail pour 3 000 employés sur 11 000. Alors, on tente d'être à l'écoute de ça parce qu'on veut que nos gens soient contents, on veut que nos gens soient heureux et on veut surtout aussi avoir une certaine diversité parce qu'on veut que nos employés soient le reflet de la clientèle qu'on déplace. On sait que Montréal, c'est une ville cosmopolite. On est reconnu comme étant très diversifié à ce niveau-là. On a un conseil d'administration, puis un comité de direction paritaire. Alors, quand je parlais de complémentarité tout à l'heure, bien, tout ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce d'environnement propice à venir travailler à la STM. Et encore une fois, quand on a des gens mobilisés qui sont heureux, bien, ça vient faire en sorte d'aider à avoir une meilleure fenêtre pour notre clientèle, puis il voit des gens intéressés sur le réseau. Ça a un impact direct aussi pour l'expérience client. Est-ce que donc vous mettez vraiment beaucoup d'emphase sur la diversité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nommé puis qui dit nous la diversité puis dans toute on va dire la diversité au sens large là, pas juste culturelle mais diversité de genre, diversité toutes sortes de diversité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mis de l'emphase vraiment pour le futur pour la STM? Tout à fait. Puis je vous dirais qu'on va aller encore plus loin parce que bon, évidemment, c'est quand même assez à la mode ces temps-ci de parler de ça. Puis avec raison, là, il faut s'en occuper, mais il faut que ça soit plus qu'une tendance actuelle. Nous, ça fait 30 ans qu'on est dans ce domaine-là. Et à la STM, là, on a pris des positions il y a 30 ans qui étaient loin d'être à la mode là, par rapport à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats intéressants. On a mis en place des politiques et c'est devenu dans notre culture. Actuellement, on a 35 de nos employés qui sont de minorités ethniques, visibles ou autochtones. On ne fait pas ça en 2 semaines, faire ces choses comme ça. On a 27 de nos employés qui sont des femmes dans des milieux non traditionnels. On sait qu'on a beaucoup de domaines non, c'est pas juste des employés de bureau, il y a beaucoup de domaines non traditionnellement féminins. Et donc, ça, c'est des décennies de travail en arrière et nous, on va aller encore plus loin. On a été reconnu dernièrement par la Commission des normes du travail. On a gagné l'employeur de choix de l'année en termes de diversité et tout ça. L'année passée, on a signé une charte aussi contre reconnaître que le racisme systémique, ça existe à Montréal aussi. Donc, on est très, très proactif, mais depuis très longtemps là-dedans. Alors, mais notre défi, c'est d'aller plus loin, de ne pas arrêter et de pas, parce que ça devient les modes, de dire, ben là, on a atteint nos objectifs, puis on arrête. C'est culturel, c'est fondamental.
dans notre plan stratégique, là, c'est une trame de fond hyper importante et on veut aller encore plus loin, puis on veut continuer à être un leader dans cette trame de fond-là, si on veut. Là. Oui, puis ce que je sais aussi, c'est que vous avez la certification parité aussi. Donc, ça, c'est Exactement. intéressant. Encore une fois, donc ça, c'est tous Oui, des choses. On a aussi, on travaille avec l'FAA pour nos oui. gestionnaires. Donc, on a mis déjà depuis plusieurs années plusieurs programmes en place et encore une fois, je le répète, pour faire des changements notables qui sont vraiment importants, c'est du travail continu de longue haleine et ça fait plus de 30 ans qu'on travaille là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné chez nous. Donc, quand vous parlez comment rêver demain, c'est un peu le même principe. Je pense qu'on peut rêver à partir des assises qu'on a, mais aller encore plus loin dans le futur, le projeter encore plus loin, mais toujours dans dans la même lignée, d'avoir ces Mhm. valeurs-là qui se continuent, mais de les déployer encore de façon plus grande et encore plus étendue dans nos différents réseaux, dans nos différents environnements. Puis je me permets parce que vous dites d'aller plus loin. Puis ça serait quoi pour vous d'aller plus loin? Tu sais, si on pousse le rêve de la STM, là, ça serait quoi encore? Là? Tu sais, on dit on va plus loin, là, on rêve. Bien, écoutez, premièrement, des choses qu'il faut être un peu plus. Là où on a le plus de travail à faire, c'est au niveau des gens à mobilité réduite, en engageant Ah, encore plus. On a à peu près 5 de nos employés. Je pense qu'on peut faire encore plus de place à ces gens-là. Milieu ouais. autochtone aussi un peu moins reconnu, donc aller Mhm. chercher la recherche que de ce côté-là. On a tenté aussi d'ouvrir nos portes à des gens qui peut-être ont un petit peu de déficience intellectuelle. Il y a du travail qu'on peut faire chez nous. Donc, OK. on a fait des choses de Ah, ce côté-là. Ils peuvent nous aider à toutes sortes de choses. On en a engagé. On fait des laboratoires de ce côté-là. Donc, on peut aller mhm. encore plus loin de ce côté-là. Moi, j'aimerais avoir une représentation encore plus importante de femmes. Ça serait génial. On est à 27 comme je le disais tout à l'heure. Les avoir dans des métiers encore plus non traditionnels, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis, évidemment, quand on parle d'aller plus loin, toute la question aussi de plus en plus de non-genré, ça existe aussi. Il faut Ouais. s'ouvrir à ça. Avoir une charte aussi LGBTQ. On n'a pas ça OK. encore. Ah, OK, d'accord. On travaille là-dessus aussi, bien que ça Ouais. soit bien reconnu, mais qu'on soit capable d'aller encore plus loin puis de l'institutionnaliser comme on le fait, par exemple, sur le racisme systémique. Alors, il y a encore beaucoup de travail qu'on peut faire de ce Mhm. côté-là pour aller se projeter dans cette nature-là, parce qu'encore une fois, on va être le reflet des gens qu'on dessert. Alors, il faut Oui. être ouvert, il faut être inclusif, et c'est hyper important là, dans nos valeurs à la STM. Puis, je me permets aussi de poser la question parce que vous avez nommé beaucoup par rapport aux enjeux climatiques. Puis, effectivement, je me positionne, puis je suis d'accord avec vous que la STM a vraiment un enjeu énorme là-dessus. Comment vous pouvez faire en sorte que les gens reconnaissent, ben, je dirais plus au niveau des employés là, ou des gens qui ont envie de venir travailler pour la STM, comment vous pourriez faire pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou quel message on peut véhiculer pour que la STM s'engage encore plus par rapport aux enjeux climatiques? Ben, en fait, il y a un message, mais je pense aussi qu'il y a des engagements personnels qu'on peut faire. OK. On a des programmes à l'interne aussi avec nos employés pour qu'ils posent des gestes concrets. Ah, OK, d'accord. Et donc, c'est important faut passer de la parole aux actes. Je pense Oui. qu'on est rendu là. Si on pouvait avoir la mobilisation qu'on a eue pour la pandémie, pour les changements Mmh. climatiques, ça serait formidable parce qu'on s'en rend Ouais. compte quand les gens se mettent ensemble et qu'on décide de bouger, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, c'est ça qu'on veut insuffler, nous, à la STM, au-delà du discours, de passer au geste, puis on demande à Ouais. nos employés de le faire. Je pense qu'en ce moment-là, à tous les ans, on fait 1,5 milliard de projets d'infrastructure à la STM parce que nos réseaux sont désuets. Il Oui. faut les reconstruire, comme je le disais tout à l'heure, mais on ne le fait pas juste pour les reconstruire. On s'assure d'aller chercher des certifications LEED, des certifications Envision qui nous demandent de poser des gestes concrets. Quand je construis un garage, par exemple, recycler l'eau de pluie, mettre un toit vert, il y a toutes sortes OK. d'initiatives qu'on fait. Donc, on ne veut pas juste avoir un discours sur le transport collectif. On veut poser des gestes concrets pour être en mesure que le discours devienne une réalité et que les indicateurs sur la problématique des GS, on fasse bouger l'aiguille un petit peu. Donc, OK. nous, dans notre maturité, on est rendu plus loin que le discours. On veut que les gens passent à l'action. On est allé même jusqu'à mettre dans nos directives, par exemple, on a une politique d'approvisionnement où on fait affaire avec on donne des critères. Parce que vous savez que dans notre domaine, il faut aller donner les contrats à ceux qui sont les plus bas soumissionnaires conformes. Mmh. Mais la conformité va jusqu'à dans le respect de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait avec Oh, wow. le développement, quels matériaux on utilise et tous les principes de développement durable. Donc, on donne des cotes à ces gens-là. Donc, on favorise les fournisseurs. Donc, pour répondre à votre question simplement, c'est d'aller au-delà du discours et de poser des gestes concrets pour être en mesure de faire en sorte qu'il y ait vraiment une différence.
Et ça, on l'a commencé à le faire. Il faut le faire davantage. Il faut qu'on, comme on dit dans notre jargon, que les bottines suivent les babines en bon québécois. Ouais, c'est ça. Moi, je ne sais jamais lequel il faut mettre en premier, là, bottine ou babine, mais en tout cas, on comprend que c'est l'un, il faut que l'un suive l'autre. Voilà. Ce que j'entends aussi, puis j'imagine, c'est que quand vous faites des contrats et que vous êtes avec des soumissionnaires, mais c'est plus en mode partenariat aussi. Donc là, c'est tout un regard différent aussi. Comment on accompagne aussi nos partenaires pour faire en sorte qu'ils respectent aussi notre vision, on va dire, un peu avec les enjeux climatiques, en tout cas écologiques ou autres, qui respectent peut-être de les challenger parce que vous dites à toi vert, tu sais, c'est comme c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on peut le faire? Comment ça se passe? Donc, je vous dirais, c'est aussi de peut-être de pousser j'ai le nom ingénieur, mais peut-être vos gens de projet pour qu'ils challengent aussi vos partenaires. C'est tellement vrai. Et c'est encore là, c'est plus que on est rendu dans notre maturité en termes de développement durable. Vous savez, ça se mesure une maturité d'une entreprise en développement durable. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un projet, on doit l'aborder de cette façon-là. Dès le départ, les équipes de projet ont en tête comment on va faire pour. C'est vraiment en mode continu, intégré, et pas juste dire on va essayer de faire, on va voir ce qu'on peut faire pour. C'est vraiment quelque chose qui devient une condition sine qua non, c'est inscrit dans tous nos projets et tous nos processus tiennent compte de ça. Même quand on va, je vous donne un exemple concret, quand on va au conseil d'administration pour faire voter un projet, il y a une rubrique dans le sommaire décisionnel qui explique en fonction de notre plan d'accessibilité à l'emploi, en fonction de notre plan de développement durable, en quoi ça contribue, ce projet-là, aux différents objectifs qu'on s'est donnés. Donc, c'est tout, je m'excuse de l'anglicisme, c'est le mot qui me vient en tête, c'est comme tout un mindset dès le départ qui est orienté vers là. Et ce n'est pas juste des objectifs sur un beau papier glacé dans un plan stratégique. Dans le quotidien, dans les processus internes, c'est intégré, c'est construit comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats en bout de ligne. Sinon, on passe à côté. Donc, c'est vraiment une façon de penser puis une façon de travailler qui, encore une fois, je parlais tantôt de temps, mais ce n'est pas d'hier. On travaille là-dessus depuis très longtemps. On est reconnu. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, on était, je ne sais pas si vous connaissez la revue Corporate Knights qui donne, entre autres, là, les plus grands employeurs au Canada. Sur 287 employeurs ayant un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard, ils prennent le top 50. L'STM s'est classé 12e cette année. Alors, encore une fois, des résultats comme ça, on ne fait pas ça parce qu'on s'est levé un matin et on voulait faire ça. C'est de longue haleine et il faut que ça soit, dans le fond, instrumentalisé dans nos processus. Là. Oui, puis c'est collectif aussi, puis ça, je l'entends. Je me disais aussi, parce que ma question, vous en parlez que ça devient une culture. Est-ce que à la STM, je l'entends que c'est une culture, c'est juste qu'avec vos partenaires, est-ce que c'est justement, c'est challenger vos partenaires, puis est-ce que vous avez une réponse positive par rapport à ce challenge-là? Parce que vous demandez, vous exigez, c'est pas toujours évident, tout le monde n'est pas à la même place que vous, puis j'entends que vous êtes un leader là-dedans. Est-ce que ce leadership vous est challengé par vos partenaires? Je vous dirais qu'il y a quelques années, c'était plus difficile parce qu'on était un petit peu les précurseurs, puis on était seuls sur notre île un peu avec ça. Là, maintenant, les gens sont habitués de travailler avec nous. Ils le savent qu'en voulant travailler avec nous, ça va être comme ça. Et encore une fois, on s'inscrit dans une mouvance qui est beaucoup plus large. Alors, au début, ça n'était pas évident, mais on a tenu notre bout. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors, on est aussi un des plus grands donneurs d'ordre au Québec. Alors, avec tous les projets qu'on fait, donc les gens savent qu'en venant travailler, si on veut travailler avec la STM, il faut se mettre dans ce mode. Évidemment, ça bouscule, mais on est très transparent. On donne nos choses à l'avance, donc les gens sont capables. Puis évidemment, on est capable de se faire influencer aussi. Là, pour être en mesure de faire une transition, il faut y aller petit pas par petit pas, mais je dirais qu'au Québec, dans bien des domaines, là, depuis quelques années, la tendance suit, puis on n'a pas de difficulté à avoir de partenaires, on n'a pas de difficulté à avoir de fournisseurs. Les gens comprennent où on veut aller et ils travaillent avec nous depuis quelques temps, donc ils comprennent qu'on a un certain niveau de maturité. Et si on va avoir les contrats que la STM est prête à octroyer, bien, il va falloir qu'on se mette dans ce mode-là. Alors, oui, c'est challengeant pour nos partenaires, c'est challengeant pour nos fournisseurs, mais comme on a commencé ça il y a plusieurs années déjà, ils le savent, ils s'ajustent et puis ça donne des bons résultats en bout de ligne. Là. Super. Puis moi, j'aime ça, le mot partenaire, parce que c'est pas évident d'être en
partenariat, la façon de penser partenariat, c'est autre chose que juste on donne un contrat. Là. C'est comme donc cette notion-là. Puis je pousse même plus loin, on va dire partenariat avec les citoyens, partenariat avec tout ça. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose au niveau du rêve de dire la STM va augmenter, ou est-ce que vous trouvez que il y a déjà un niveau assez de maturité, comme vous parlez de cette façon de penser partenariat? Ah non, on a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous avez touché un point hyper important quand on veut penser demain, le citoyen. Quand on fait des projets en transport collectif, ça dérange. C'est des projets qui durent longtemps, qui coûtent cher et qui sont très dérangeants. Je parle au prolongement du métro. Quand on reconstruit le métro de Montréal, on doit réouvrir des rues au complet pour aller faire de la rénovation sous terre. Le tunnel, c'est sous terre. Les stations, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas qui sont sous terre. Alors, il y a tout le concept d'acceptabilité sociale. On ne peut pas faire ça sans penser qu'on ne dérangera pas personne. Alors, on doit travailler avec la communauté. On fait plein de démarches. On devra en faire plus encore pour atténuer les inconvénients de nos travaux. On fait des comités partenaires avec les citoyens, on les implique, on fait des consultations publiques, comment on peut faire pour être moins dérangeant, que le camionnage les dérange moins la nuit, les murs anti-bruit, etc. Mais on n'en fait pas encore assez. Mais c'est quand même encore beaucoup dérangeant, d'autant plus que ça vient se juxtaposer avec tous les travaux qui ont déjà lieu à Montréal pour la réfection des infrastructures montréalaises. Nous, on en ajoute une couche par-dessus ça. Alors, on a beaucoup de partenariats à développer davantage avec la communauté parce qu'avant que ça soit bénéfique, le transport collectif, ça peut être dérangeant les premières années qu'on construit, qu'on se met en place. C'est surtout quand on construit dans un milieu bâti comme à Montréal, la densité est quand même là. C'est pas comme construire le REM dans le bout du quartier 10-30 ou sur une infrastructure qui est déjà construite sur le pont Champlain. Nous, on doit aller sous terre, on doit déplacer des gens, déplacer des commerces. Là, je pense aux gens d'affaires en ce moment là, qui sont déjà très touchés. Et quand la SM arrive avec des chantiers qui vont durer 5 ans à un endroit, ou le prolongement du métro de la ligne bleue qui va durer 10 ans, ça a des conséquences importantes sur l'environnement, sur les gens qui y travaillent. Alors, on doit penser à ça. On doit travailler en amont avec ces gens-là pour essayer de voir comment on peut minimiser les impacts. Et ça, on se rend compte qu'on a du travail à faire. On a fait des efforts, mais on en a encore beaucoup à faire pour travailler en synergie avec cette communauté-là, pour qu'ils puissent être pas trop dérangés puis être en mesure de continuer à vivre correctement pour permettre, en bout de ligne, d'aller chercher, une fois que c'est terminé, les effets positifs du transport collectif. Alors, on a du travail à faire. Donc, le partenariat au niveau du citoyen et des entreprises, des gens d'affaires, des commerces, on a du travail supplémentaire à faire encore dans les prochaines années. Il faut falloir repenser à ça parce qu'on en a à Montréal pour des années encore. Là, les conduites d'eau et tout ça, c'est pour des nombreuses années. Puis nous, construire le métro à petite journée comme ça, là, ça prend du temps. On ne pourra pas le construire aussi vite que la dernière fois. Donc, ça peut prendre encore 20 ans pour le rénover parce qu'on travaille la nuit. Je ne sais pas si les gens savent ça, mais on a seulement 4 heures pour construire le métro là, parce qu'il ferme la nuit pendant 4 heures. Alors, on avance beaucoup moins vite, mais il reste que ça déborde dans la rue et le jour, ça dérange, mais on ne travaille pas le jour parce qu'il faut que le métro passe. On a juste la nuit, donc ça prend beaucoup de temps. Les travaux sont longs. Donc, on en a peut-être pour 20 ans pour refaire le métro complet parce qu'il est rendu à sa durée de fin utile. Donc, on doit développer ce genre de partenariat pour que ça soit acceptable pour les citoyens et la communauté en général. Et c'est pour ça que moi, je pense que justement, le fait de rêver, en tout cas pour moi, c'est l'intention. C'est quoi au bout, là, c'est quoi l'objectif? Et c'est cet objectif-là qui fait justement rêver et puis qu'on peut accepter qu'au quotidien, ça nous dérange parce que c'est ça la finalité. En tout cas, moi, je pense que vraiment, effectivement, puis effectivement, moi, je suis d'accord avec vous aussi, l'aspect partenariat, c'est complètement, puis à l'interne, avec vos employés ou avec vos collègues, avec vos collaborateurs, c'est complètement, comme vous mentionnez, mindset, le mot en anglais est vraiment bien là. C'est complètement une autre façon une relation qui est différente, donc d'observer. Un chauffeur d'autobus est en relation est en partenariat avec les citoyens, donc c'est complètement une autre façon de fonctionner et de voir mon travail. Et ça, effectivement, c'est
c'est un travail de longue haleine pour pouvoir changer cette mentalité-là. Wow! Si on avait, je me pose, si on avait 2-3 actions qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir arriver à ce rêve que la STM, puis moi je rêve que la STM prenne encore plus de place, en tant que prenne encore plus d'actions, puis on va dire prenne plus d'ampleur sur Montréal par rapport aux enjeux climatiques. Mais je vous dis, si on avait 2-3 actions, puisque demain c'est aujourd'hui qu'on le construit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, M. Tremblay, si vous aviez des choses à nous dire là? C'est une excellente question. Je vous dirais que la première, à mon sens, le côté pratique, c'est de prioriser le transport collectif. Ça a l'air très simple, mais dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, où il y a des choix difficiles à faire avec la pandémie, on a plombé les finances publiques de façon marquée. Nous, on a eu la chance quand même d'être aidés là, par nos partenaires parce que pendant la crise, on a perdu 90% de notre achalandage. C'est quand même beaucoup, mais on a été supportés par nos partenaires, que ce soit la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec. Mais maintenant, là, on est à la croisée des chemins, puis on a accumulé un certain passif. Je vais prendre mon langage de comptable 30 secondes. Il faut continuer à investir dans le transport collectif. Si on attend que l'achalandage revienne, c'est un peu une roue qui tourne. Dans notre milieu à nous, là, on a un adage qu'on appelle, encore une fois, c'est une expression anglophone, « build it and they will come ». C'est-à-dire que pour que les gens prennent le transport collectif, ça prend une offre de service. Alors, si on veut demain qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent le transport collectif, il faut aujourd'hui commencer à développer l'offre. Et dans notre domaine, développer l'offre, ça commence par la maintenir parce que là, on menace de la couper parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous de disponibles. Alors, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est de maintenir ce qu'on a fait depuis maintenant longtemps et de continuer à le développer pour amener les gens. C'est le premier vecteur. Là, si on veut que dans 10, 15, 30, 40 ans, il y ait vraiment des gens qui prennent beaucoup le transport collectif, il faut commencer par une offre de service adéquate. Donc, ça passe par un maintien. Ça, c'est la première condition, à mon avis. Là. Il ne faut pas céder à ce qui se passe en ce moment, dire on a perdu beaucoup de sous, il faut retourner en arrière. Ça serait excessivement dommageable, le transport collectif. Ça, c'est de un. Deuxième geste concret, à mon sens, une fois qu'on va avoir fait ça, bien, ça va passer par un financement. C'est très pragmatique, mais il faut avoir le moyen de ses ambitions. Le transport collectif, c'est des investissements colossaux, mais qui ont des bénéfices écologiques, qui ont des bénéfices publics énormes pour la population. Et ça ne se calcule pas toujours sur un chiffrier comptable. Alors, on doit avoir non seulement une priorité, mais qu'il y ait du financement qui soit récurrent, fiable, indexé pour être capable d'avoir le moyen de ses ambitions. Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'on commence de plus en plus à voir de gens qui mettent le transport collectif au cœur de leur plateforme électorale. Donc, ça, c'est très, très intéressant de voir ça. Alors, ça, je pense que c'est un geste concret. Il faut le mettre dans les priorités en tant que tel. Puis le troisième élément concret, je le disais tout à l'heure, c'est de travailler avec nos employés. Il faut les rendre heureux, il faut qu'ils deviennent des ambassadeurs, il faut qu'ils aient le goût d'en parler. C'est beaucoup du bouche à oreille en bout de ligne. Et ces gens-là, si vous saviez, on est 11 000 employés à la STM, c'est des gens qui sont des artisans incroyables. C'est eux qui ont fait, dans nos 160 ans d'existence, c'est eux qui font qu'on est encore là aujourd'hui et c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va être encore là dans 50 ans. Il y a une expertise, il y a des métiers à la STM qui n'existent pas ailleurs. Conduire un métro ou réparer un autobus, vous n'apprendrez pas ça dans autre chose. Un métro, il y en a juste un au Québec, il est à la STM. Ouais. Alors, il faut s'assurer de travailler avec ces gens-là, de continuer à les former, continuer à les développer pour qu'ils deviennent le levier de demain. C'est ça la force de la STM. C'est des gens formidables qui ont le cœur sur la main, on dit souvent à la STM qu'ils ont le sang bleu, qui sont dédiés. Vous savez, dans la pandémie, nos 11 000 employés on était un service essentiel. C'est des gens qui étaient aux prises comme tout le monde avec la peur de la COVID, avec les contraintes familiales. Ils étaient 8 000 sur 11 000, ils étaient au rendez-vous à tous les jours pour offrir un service malgré les craintes que ça pouvait octroyer. Alors, ces gens-là, c'est notre force. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui maintenant, c'est de les rendre heureux, de leur donner un bon emploi et de continuer à les développer pour qu'ils nous amènent ailleurs pour le futur. Donc, il faut y penser maintenant, il faut penser à la relève. On a de l'expertise qui est en train de se perdre parce que les jeunes, on a plus de difficultés à attirer les jeunes. Curieusement, je vous parlais de notre mission tout à l'heure, les jeunes sont moins attirés par notre secteur d'activité en moment où on se parle. Oui, de façon, ça, honnêtement, là, on est un peu surpris de ça. Pourtant, comme je dis, notre mission correspond à une de leurs valeurs. On a du travail de ce côté-là à faire ça. Donc, on a la moyenne d'âge des employés à la STM, c'est 47 ans.
Alors, la génération X, Y, pas X, mais Y, Z, on doit être capable de les accueillir. Donc, il faut faire ça maintenant pour que demain, on soit capable d'avoir la même force de frappe avec autant de passion, autant de compétences. Et c'est ça les gestes qu'il faut qu'on aille les chercher. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein. On est aux prises avec les grands employeurs. Donc, pourquoi venir travailler à la STM? Donc, moi, je mets beaucoup d'énergie là-dedans pour s'assurer d'aller chercher du talent, des talents qui viennent travailler chez nous pour que demain, on soit capable d'aller encore plus loin. Donc, à mon sens, c'est les trois éléments là, qu'on peut poser un geste concret tout de suite pour qu'on soit capable, dans 50 ans, de devoir réaliser tout ce qu'on a imaginé là, dans notre plan stratégique en réalité. Ben écoutez, moi, je trouve ça fabuleux. Puis moi, j'y crois. En tout cas, moi, je suis une fan de la STM. Ça, c'est clair pour moi. Puis je pense effectivement que la mission dépasse même la STM parce que la mission du transport collectif puis de la mobilité, moi, je pense que ça devient fondamental. On ne devrait même pas se poser la question. Vous dites que ça fait partie des enjeux électoraux. Moi, je trouve que ça ne devrait même pas être dans des enjeux électoraux. Ça devrait être un fondamental, une responsabilité, je dirais même sociale, citoyenne, d'avoir cette d'amener le transport collectif et la mobilité dans notre quotidien. Pour moi, en tout cas, je rêve à ça. J'espère qu'on va arriver à cette responsabilité-là. Chaque citoyen va arriver à cette responsabilité. Donc, je pense que la STM a vraiment une mission et quelque chose à apporter beaucoup dans notre quotidien. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut quand même voir ça positivement parce que si je prends un recul par rapport, je disais tout à l'heure, ça fait 27 ans que je suis à la STM, je regarde le chemin qui a été fait en pratiquement 30 ans. Il y a eu un grand bout de chemin à faire. Il en reste encore beaucoup à faire. Mais moi, quand je suis entré à la STM il y a pratiquement 30 ans, on parlait de décroissance, on coupait du service, on reculait. Là, on avance et c'est sûr que ça serait bien que ça soit, moi je suis d'accord avec vous, ça devrait être une priorité sociale, mais déjà qu'on en parle, que ça soit à l'avant-scène au même titre que l'éducation, que la santé, c'est tout relié à mon sens, là. Donc, ça devient un enjeu important. Donc, je pense qu'on chemine, mais je suis tellement d'accord avec vous, c'est la clé. Et puis, je répète ce que je disais tout à l'heure, si on pouvait avoir la prise de conscience et la mobilisation qu'il y a eu pour régler la pandémie, si on pouvait s'attaquer à la crise climatique de la même façon, évidemment, nos vies, pour le moment, à court terme, ne sont pas en danger comme dans le cadre de la pandémie, mais si on avait ce niveau de mobilisation et de prise de conscience, on pourrait faire des pas énormes. Et ça commence. On voyait le gouvernement qui annonçait d'ici 2035, plus de véhicules au diesel. Donc, il y a des gestes concrets, mais ça en prend encore beaucoup plus. Et c'est sûr et certain que la STM est un levier important. Puis nous, on pousse dans cette direction-là. On va à contre-courant depuis longtemps. Maintenant, on est dans le courant. Les gens nous écoutent. Et je pense qu'on peut être un facteur ou un élément crucial pour jouer dans cet échiquier-là là, en tant que tel. Alors, écoutez, Monsieur Tremblay, moi, je vous donne rendez-vous par rapport à ça, justement, parce que je trouve que je pense que c'est un très beau rêve, ce dernier qu'on vient de mentionner. C'est un très beau rêve, puis que justement, la STM soit leader là-dedans, je vous le souhaite. Et en tout cas, moi, je pense que je vais œuvrer là-dedans parce que les enjeux climatiques vont être notre prochaine, on va dire, crise ou enjeu énorme qu'on va avoir à résoudre. Merci énormément. Moi, ce que j'entends effectivement, c'est développer la mobilité. J'aime l'idée de mobilité parce que ça dépasse le transport collectif. Puis j'aime ça. C'est pas juste transport collectif, c'est une pensée carrément holistique. C'est vraiment, il y a plein d'enjeux qui sont là-dedans. Donc, j'aime beaucoup cette pensée grande. Là, on va dire, on pense large, on pense avec plein d'autres mondes. J'aime beaucoup aussi que la STM soit un leader dans tous ces enjeux-là, dans l'image qu'on veut montrer, que la STM soit attractive, que la STM soit justement diversifiée. Ça, je retiens ça aussi. Et que la STM soit une leader aussi au niveau du transport collectif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous dans quelques années pour voir la STM, elle est rendue où par rapport à tous vos enjeux. Bien, ça me ferait un plaisir de vous faire un compte rendu, puis merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci, au revoir.